Bonjour, bienvenue dans Grand Angle Imo, la toute nouvelle émission qui a été lancée par la FNIM Grand Paris. D'ailleurs, nous sommes au cœur de la chambre. Notre studio est au cœur de la chambre de la FNIM Grand Paris. Olivier Principal, président de la FNIM Grand Paris, bonjour. Bonjour Bérénice, content de vous avoir avec nous. Alors, cette émission va donner la parole à tout le monde, c'est le but. Oui, alors grand angle, on a choisi le mot spécialement. On voulait avoir une possibilité d'exprimer une vue 360 de ce qui se passe sur le monde de l'immobilier, avec des regards croisés. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, et comme dans chaque émission, on essaiera d'accueillir à chaque fois un professionnel de l'immobilier, un élu politique, un technicien, et donner le regard et les propositions de la FNAIM du Grand Paris sur chacun des sujets. L'objectif, c'est de rendre abordable à tout le monde les sujets immobiliers et de faire avancer les choses. Donc, avancer ensemble, même si on n'est pas d'accord. On a le droit de pas être d'accord, mais on va défendre nos positions. Et pour cette première émission, Olivier Principal, alors nous avons trois invités avec nous autour de ce plateau. Catherine Albanesi, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes gérante de l'agence MICO dans le 12e arrondissement de Paris. Vous êtes également présidente de la commission gestion locative, alors FNAIM Grand Paris et FNAIM National. Exactement. Lionel Cos, bonjour. Bonjour. Député des Landes, bienvenue. Et également ancien président du CNH, le Conseil national de l'habitat. Et à votre gauche, Jean-Claude Drier, bonjour. Bonjour maître. Avocat associé chez DS Avocats et vous êtes également spécialisé en droit fiscal. Alors, exactement. Oui. Pour cette première émission, on va aborder plusieurs sujets. On va peut-être un peu plus se concentrer sur la gestion locative, sur la location. On va commencer peut-être avec un état du marché, un état du marché global. Peut-être avec vous, Catherine, vu que vous êtes un peu notre technicien du terrain. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous constatez, on va dire, depuis le début d'année? Et puis, malheureusement, la situation, elle est toujours aussi compliquée, surtout en Île-de-France, puisque quels que soient les territoires, on a quand même toujours un problème de pénurie de logements. Au quotidien, ça se traduit par, quand on met une annonce, une demi-heure après, vous avez plus de 100 mails ou 100 coups de téléphone. Donc, c'est dramatique et quelle que soit la taille du logement. Et là, donc, les logements dont vous parlez, c'est des logements qui se situent dans Paris, dans le 12e? Alors, j'imagine que vous... Ouais. Oui, forcément dans mon quartier, dans votre quartier, ouais. Bien évidemment. Mais c'est pareil sur tout Paris et c'est pareil aussi dans une grosse partie de l'Île-de-France. D'accord. Olivier, vous, oui, alors... Je vous confirme le sujet. Moi, j'ai un cabinet dans le 5e arrondissement. Et sur l'ensemble de nos confrères de l'Île-de-France, le niveau de tension est important. Alors, il est extrême sur Paris. Ça a toujours été un marché extrêmement tendu, mais là, on n'a jamais connu ce genre de tension. On parlait d'une centaine d'appels, c'est vrai, dans l'heure, c'est 200 appels. En fait, on ne peut même plus parler normalement à nos clients qui nous appellent tellement on est débordé. Et ça démontre en fait qu'on n'est pas du tout au rendez-vous de la fourniture du nombre de logements qu'on devrait avoir pour loger les Français. Les locataires restent en plus chez eux. Pourquoi il y a si peu de biens? Parce que les locataires restent chez eux, ils ne donnent plus congé, ils sont bloqués dans leur parcours. Parce que le secteur est bloqué en fait. Ils sont bloqués dans leur parcours résidentiel, difficulté à acheter, pas acheter, du coup, ils restent locataires. Peu d'offres, donc du coup, ils n'osent pas donner congé pour partir ailleurs. Et c'est le cas sur toute l'Île-de-France. C'est aussi tendu en première couronne et en deuxième couronne. Donc on est vraiment dans une situation de blocage. Alors Lionel, monsieur le député, quand vous entendez ça, alors je précise tout de même qu'on est dans une situation assez particulière parce que hier, le gouvernement a été censuré, Michel Barnier a été censuré, une motion de censure a été votée à l'Assemblée nationale. Mais quand vous entendez ça, voilà, quand vous entendez les professionnels du terrain qui sont au contact avec les Français, au premier contact, est-ce que déjà vous le savez? Alors vous le savez personnellement parce que vous venez souvent vous soucier, on va dire, de ce secteur, mais à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les députés, ceux qui votent les lois, ont conscience en fait de ça? Parce qu'on n'a pas l'impression en fait. Alors bien sûr, je l'entends de la part des professionnels, mais je l'entends de la part des Françaises et des Français, et aussi des Landaises et des Landais, puisque j'ai l'occasion de venir des Landes et je suis sollicité toutes les semaines, voire tous les jours, pour des problèmes de logement. C'est pas nouveau que c'est un sujet principal et je dirais essentiel pour les Françaises et les Français, mais avec une grosse difficulté, c'est que plus le temps passe
et moins on a de propositions et de perspectives à donner à ceux qui viennent nous voir. Il y a quelques années, avant d'être député, quand je dis j'étais maire, donc on venait souvent me voir pour des problèmes de logement, mais je pouvais leur dire, dans quelques semaines, dans quelques mois, on a tel programme qui va sortir, telle réalisation, on va pouvoir vous apporter des réponses. Voilà, on pouvait donner des perspectives à ceux qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, quand les gens viennent me voir, quand je rencontre les maires de ma circonscription, ils n'ont plus aucune perspective à donner aux Français. Donc c'est ça qui est terrible, parce que derrière, ça crée un sentiment de déclassement pour les plus jeunes, mais ça crée aussi un sentiment d'exclusion dans la vie de tous les jours de la société. Et on se retrouve donc avec de plus en plus de Français qui sont ou très mal logés parce qu'on les retrouve, moi j'en ai dans des mobil-homes, dans des campings, bien sûr à la rue, bon, ça c'est la situation la pire, ou qui dorment sur des canapés chez des amis, dans de la famille, voilà, voire dans des garages ou autres. Donc on est dans des situations qui sont critiques, qui sont très fortes, j'imagine, ici à Paris, mais qu'on a sur beaucoup de territoires, y compris sur mon secteur, qui est une zone tendue. Alors pourquoi on en est là? On en est là parce que depuis maintenant trop nombreuses années, on ne produit pas assez. Alors on ça, ne produit pas. C'est voilà. une des causes, on va dire. La difficulté, elle est là, c'est que c'est le débat qu'on a à l'Assemblée et qu'on a aussi avec tous les acteurs, avec le gouvernement, c'est que ça fait trop d'années qu'on ne se met pas d'accord sur le nombre de logements qu'il faudrait chaque année construire par territoire pour pouvoir répondre à ces besoins. Chaque année, alors de différents. La dernière, je crois que c'est alors c'est pas la FPI, je crois que c'est les aménageurs qui en ont fait une il y a quelques mois. C'est grosso modo, c'est toujours le même chiffre, c'est 500 000 nouveaux logements nécessaires qui doivent sortir de terre chaque année pour loger les Français. On est à peu près, c'était l'étude aussi du Conseil national de l'habitat qui est à peu près à 480 000. Oui. C'est dont à l'intérieur il y a 100 000 pour rattraper le retard, mais chaque année qui passe, le retard, il faut le monter. Voilà, et le reste, c'est pour faire face aux nouveaux besoins. Donc, on n'est pas que sur la construction, on est construction, réhabilitation, remise voilà, sur le marché de logement. Donc, à l'intérieur, il y a quand même plusieurs situations, mais il faut que ces logements, bien entendu, soient aussi remis sur le marché là où on en a besoin et qui correspondent à ceux dont on a besoin. Donc après, c'est là où il faut travailler effectivement avec chaque territoire, avec les élus locaux. Il y a des programmes locaux de l'habitat, parce qu'il y a des territoires où il faut peut-être plus de grands logements, d'autres des plus petits, etc. Donc tout ce travail de finesse doit être fait, mais de toute façon, aujourd'hui, on est très loin, puisque les derniers chiffres, on va dépasser à peine les 200 000 logements construits dans l'année. Donc on est quand même très très loin, non seulement de satisfaire les besoins, mais en plus de répondre au retard. Et pourquoi on a ces chiffres-là quand on les découpe? C'est les évolutions de population, c'est les évolutions familiales. Parce qu'avant, on pouvait avoir 3 générations dans le logement. Maintenant, il faut 3 logements par génération. Et tout ça, on ne l'a pas anticipé, on ne l'a pas vu venir. Et donc, forcément, aujourd'hui, il faut produire. Si on veut pouvoir répondre à ces enjeux-là et produire bien, c'est produire ce qu'il nous faut sur chaque territoire. C'est assez contradictoire quand même, parce que la natalité baisse, mais on a besoin de plus de logements. Parce que la population augmente. On vit moins nombreux en logement. Moi, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas la question sur laquelle on était parti au démarrage, c'est qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Comment la prise de conscience, on n'arrive pas à la matérialiser sur le terrain? Parce que ça, c'est mon analyse. Non, mais parce que vous n'êtes pas représentatif des députés. Hein. On va dire ce qu'il y a. Bah, j'espère un peu. Mais c'est vrai qu'on a à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je voulais préciser un petit peu la position et puis celle que j'avais en tant que président du Conseil national d'habitat et puis qu'on retrouve dans d'autres rapports. Et c'est vrai que pour pouvoir répondre à votre question, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand on va dans les ministères et au gouvernement, cette analyse-là n'est pas partagée. Alors, on avait vu au moment du CNR aussi, vous vous souvenez, les services de l'État qui disaient 175 000 logements par an, ça suffit. Parce qu'en fait, on a 2 façons d'analyser des chiffres. Ou bien on prend en compte l'évolution de la société. Ce que vous disiez, aujourd'hui, on est à 2,08 personnes par logement. Ça baisse chaque année. Donc, avant, on était à 3, donc plus ça va et plus ça baisse. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait globalement des logements plus petits. Ça veut dire que les gens ont besoin de plus de logements, mais ils sont moins nombreux dedans. Et de l'autre côté, vous avez la vision qui est celle qui a souvent été critiquée d'ailleurs par beaucoup de professionnels, qui est une analyse plutôt Excel de la situation. Il y a 38 millions de logements, 36 millions de foyers. Banco, c'est bon, chacun a son logement. En réalité, c'est pas ça. C'est que ça, c'est bon quand on est dans un pays autoritaire, où on dit aux gens, vous allez habiter là parce qu'il y a un logement qui correspond à votre situation familiale. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Les Français, ils veulent un logement qui correspond
à leurs attentes. C'est-à-dire les attentes, c'est là, pas loin de là où ils travaillent, c'est pas loin des écoles des enfants, c'est tant de surface parce qu'effectivement, ils ont plus ou moins d'enfants, la composition familiale est différente, et c'est peut-être aussi, et il faut l'admettre, parce que c'est un droit, de dire on peut avoir un logement familial qui sert de résidence secondaire ou un petit appartement sur le littoral landais parce que c'est magnifique. Des gens, des députés, parce que c'est magnifique et qu'on a envie de passer son été sur la côte landaise, et je peux tout à fait le comprendre. Voilà. Et c'est pas parce que moi je suis de la côte landaise que je dois dire aux gens de Paris, aux gens de Toulouse, de Marseille, mais non, vous venez pas l'été, vous venez pas passer aux vacances chez nous. Non, on a aussi besoin. Donc ce sont des logements supplémentaires qu'il faut là. Donc tout ça, c'est quand on analyse que sur un tableau Excel, ça on le voit pas sur un tableau Excel. Voilà. Donc je pense que la grosse différence vient de là. Un problème d'analyse. Voilà. Et puis derrière, ça vient aussi, excusez-moi, mais pour terminer, le fait d'être sur une analyse tableau Excel, ça permet de justifier des baisses de budget. Aussi, oui. Ah. Alors là, on a parlé des logements qui sortent de terre, donc une des causes cette crise de l'immobilier, cette crise du logement. Maître Jean-Claude Drier, donc vous avez aussi analysé une autre cause. Là, on va se focaliser sur la fiscalité qui ne donne plus envie aux Français d'investir dans la pierre et donc de créer aussi du logement. Hein. Oui, tout à fait, Bérénice. Alors, nous sommes des avocats. Chez DS Avocats, on est confronté à de la problématique de l'immobilier. On a beaucoup, on traite beaucoup le secteur immobilier. On travaille dans l'immobilier avec la FNAIM d'une manière assidue. Et nous, ce que l'on voit sur le plan technique, c'est la cause pour nous de cette chute du marché immobilier. Elle apparaît comme évidente parce que nos clients nous le disent. Alors, c'est très simple, on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais voilà, admettons que nous soyons un Français lambda et on a le choix entre deux voies. On a un petit pactole d'argent, soit on le place en bourse. On le place en bourse. C'est très simple, on prend le risque boursier, mais il y a des professionnels de la bourse qui vont gérer ça pour nous. On a un rendement qui est relativement assuré, on n'a pas de problème de locataire. Et à un certain moment, quand on veut en ressortir, quand il faut payer, c'est normal, l'impôt à l'État, en général, on prend ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire un impôt de 30%. Voilà. Soit vous faites ça, Bérénice, vous avez ce premier choix. Soit je vous offre le second choix. Eh bien, vous avez un bel appartement. Alors, vous allez le prendre. Allez, on va le prendre sur Paris parce que nous sommes à la Chambre du Grand Paris. C'est un bel endroit quand même. Hein. Donc, on va aller. J'ai beaucoup d'argent. Voilà. Mais bon, il y en a pour tout le monde, à tous les prix. Hein. Alors, on va, contrairement à la bourse, on va faire son marché. Et alors, en faisant son marché, donc, on a trouvé. On va devant le notaire. Donc, on va prendre ce qu'on appelle. Il y a des droits d'enregistrement, mais d'une manière simple, on appelle ça des frais de notaire, mais bien sûr, il y a des frais pour l'État, que certaines propositions de loi ont voulu augmenter. Je ne sais pas si c'est le bon choix, je ne suis pas un politique, hein. Non, mais déjà, c'est pas le bon choix. C'est pas le bon choix. Bon. Donc c'est entre 6 et 7% en moyenne, suivant les régions. Voilà. Donc vous payez 7% d'entrée. C'est votre droit d'entrée. Hein. Après, vous êtes l'heureux propriétaire. Alors peut-être que Paris est un mauvais exemple, mais après, chaque année, vous allez payer la taxe foncière, qui est considérée, petite parenthèse, par la doctrine fiscale, c'est-à-dire la doctrine, les penseurs de la fiscalité. La taxe foncière est un véritable impôt sur le patrimoine immobilier. C'est un impôt hein, sur le patrimoine de l'immobilier, c'est-à-dire sur la fortune immobilière. Alors, j'invente rien, tout le monde le sait, mais c'est bon de le redire, c'est que cet impôt, il augmente tout le temps. Il augmente tout le temps, chaque année. Donc, vous allez être confronté à la taxe foncière sur Paris, qui, il y a 2 ans, a fait un bond de 61%. Bon. Hein. Alors, je vais vous donner mon petit exemple. Anne Hidalgo. Petit exemple personnel. Moi, je loue une petite surface sur Paris. Je viens de recevoir ma taxe d'habitation parce que c'est une location, donc c'est considéré comme secondaire. 35 mètres carrés, 2200 €. Hein. Voilà. Donc, bon, ça, c'est la taxe d'habitation, mais la taxe foncière, ce sont les mêmes bases. Hein. Alors, voilà. Donc, chaque année, vous allez payer, contrairement à la bourse, cette taxe. Alors, vous allez dire, je vais le rentabiliser, je vais louer. Alors, il y a tout le problème lié à la location. Hein. Mais admettons que, malgré tout, votre locataire paie. Et bien sûr, il est géré par un administrateur de biens. Ben voilà. Les choses se passent bien. Ça se passe bien. Voilà, il y a plein d'embûches, mais bon, vous arrivez à avoir un petit peu d'argent.
vous êtes taxé. Hein, vous êtes taxé. Est-ce que vous avez la flat tax? Non, il n'y a pas la flat tax. Vous avez 17,2% de prélèvements sociaux, ouais. plus le barème de l'impôt qui va jusqu'à 45%. Donc, en moyenne, 20 ou 30% pour un Français, un couple moyen, plus 17,2, vous êtes facilement à 50%. Donc là, c'est quand on le loue en nu. Hein, Dès que vous avez, une taxation, parce que si vous louez en nu, vous êtes en revenu foncier, si vous louez en meublé, vous êtes en bénéfice industriel et commerciaux. Ouais. Donc, quand vous avez un bénéfice, hop, vous avez cette taxation. Bon, très bien. Après, vous vous dites, mince, j'en ai assez. Je vais peut-être le vendre. Alors, vous allez le vendre. La taxation de la plus-value, elle est à un peu plus de 36%, j'arrondis, 36%. Oui, c'est quasiment 40%. Donc, c'est pas notre résidence principale, Voilà. parce que c'est un investissement, Ouais. hein, on reprécise. La résidence principale est encore pour l'instant exonérée, mais je vois que de bons penseurs politiques cherchent à rogner encore un petit peu de ce côté-là. Bon, c'est de la politique, c'est pas de la fiscalité, mais les deux sont étroitement liés. Donc, si vous voulez... la cerise sur le gâteau, c'est que si vous avez fait comme beaucoup de bons pères de famille, un patrimoine pour la retraite, parce qu'il y a beaucoup de Français, vous savez, même dans les Landes, je suis sûr, qui pensent à la retraite et qui investissent dans l'immobilier. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Hein, et que vous vous dites finalement, au bout d'un certain nombre d'années de labeur, je me retrouve avec un patrimoine qui dépasse les 1,3 million. C'est pas interdit de s'enrichir en République. Hein. Donc, vous êtes passible, vous rentrez dans le lot très ouvert maintenant de l'impôt sur la fortune immobilière, qui fait que vous pouvez payer un impôt jusqu'à 75% de ce que vous gagnez. Vous gagnez 100 000, vous donnez 75 000 euros à l'État. Des fruits du patrimoine, pardon. Et je pourrais vous passer certains détails croustillants, Bérénice, mais voilà. Que choisissez-vous, Bérénice? Est-ce que vous prenez le premier choix ou le second? Voilà. Là, vous me donnez envie de choisir un tracker du CAC 40. Et là, on l'a fait que sur le volet de la fiscalité. Voilà. Et on le fait Parce court, que quand vous avez la chance de louer dans Paris, là où vous avez acheté votre bien immobilier à un certain prix, vous comptiez le rentabiliser avec des loyers de marché, vous vous tapez l'encadrement des loyers, qui fait que vous obérez votre investissement. Si ça arrive en première couronne dans une zone dans laquelle on a l'encadrement des loyers et le permis de louer à chaque location, vous perdez 1 mois de revenus locatifs. Hein, et puis, on est en plein phénomène de rénovation énergétique avec des contraintes d'obligation de rénover avant la location, voire même pendant la location, ce qu'on va voir à compter du 1er janvier prochain. Qui voudrait aujourd'hui avoir autant de contraintes pour aussi peu d'avantages, et on se demande pourquoi, certains se demandent encore pourquoi il y a une crise du logement. On la connaît, c'est d'une évidence absolue, et c'est pour ça qu'il était important d'arriver à faire basculer cette vision. On y croyait avec l'arrivée de M. Barnier, le Premier ministre, dans ses annonces. Puis à l'Assemblée nationale, on a vu auprès de vos collègues tout un tas de propositions parfois complètement démagogiques et surtout qui venaient contraindre encore plus l'immobilier, contraindre plus qu'il ne l'était. Donc c'est vrai que les signaux ne sont pas très encourageants. J'ai dit certains, monsieur le député. Oui, après ça a fait pchit. Dire que toute la fiscalité de l'immobilier et du foncier est à revoir dans notre pays, c'est vrai, c'est juste. Tout le monde le dit et tout le monde est d'accord pour qu'un jour, un gouvernement et une Assemblée nationale et un Sénat puissent se mettre autour de la table et avancer de ce côté-là. Bon, aujourd'hui, on connaît le contexte de l'Assemblée nationale, c'est pas vraiment envisageable. Donc, ce qu'on est en train de subir est une réalité, ce qui fait que les gens fuient. C'est-à-dire qu'on a cet effet ciseau sur lequel, ce que je disais tout à l'heure, les aides baissent et les charges à travers les impôts, à travers les taxes diverses et variées montent. Donc, résultat, on se retrouve avec des gens qui ont à payer beaucoup plus que ce que ça peut leur apporter ou à qui il reste quasiment plus rien. Moi, je le vois sur ma circonscription. Ça commence à venir aussi, même avec la PPA nouvelle fiscalité Airbnb. Parce que moi, j'avais des retraités qui avaient des petits studios ADAX pour les cures thermales dont on a besoin, qui sont venus me voir il y a 15 jours en me disant « Monsieur le député, on va vendre parce qu'entre augmentation des impôts, la baisse de l'abattement, etc. Qu'est-ce qu'on fait après derrière? Moi, si j'ai plus de logement à louer pour les curistes, c'est toutes les cures thermales, tout ce système économique et médical qui va tomber. On parlait des amendements, donc il y avait raison, farfelu ou voire inadmissible de certains de mes collègues sur l'immobilier, mais il y en a un qui a été voté, l'abattement de 50% pour le nu loué à l'année. Où on en est? Je ne sais pas. On est le gouvernement, mais on l'a voté celui-là. Oui. Ça fait partie. Il y a quand même eu quelques votes qui allaient dans le bon sens. Exactement. Hein, et moi, j'attends de savoir où on va, parce que plutôt que toujours enlever
à ceux qui peuvent encore éventuellement trouver un petit avantage dans l'immobilier, là où on allait donner un avantage, où on a voté majoritairement un amendement. Mais moi, je ne sais pas, je n'entends plus parler de la part du gouvernement, je ne sais pas s'il sera repris ou pas. Donc il va falloir qu'on continue à se battre et qu'on continue à avancer parce qu'en attendant de remettre à plat toute cette fiscalité, on peut quand même trouver des petits points. Mais surtout, il ne faut pas toujours continuer à taper là où ça fonctionne un peu, quoi. Donc, parce que ça peut déséquilibrer, certes, mais regardons pourquoi les autres ne fonctionnent pas, quoi. Donc je préfère qu'on redonne de l'attractivité au marché de l'immobilier, parce que ce n'est pas un gros mot. Parce que les Français aiment ça, ce que je disais, donc il faut le respecter. C'est une tradition, c'est culturel dans notre pays. Certes, on a 10 000 milliards de patrimoine immobilier dans notre pays sur 14 000. Donc c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a un petit déséquilibre. Mais en tout cas, c'est pas en allant comme ça brutalement pour imposer aux Français d'aller sur d'autres investissements ou une autre façon qu'on va y arriver, quoi. Le but, c'est quoi? C'est de récupérer de l'argent, au final, on va le dire. Hein. Oui, je pense qu'il y a une... Jean-Claude le disait. Je crois qu'il y a une vision qui est portée, j'ai souvent dit, de la part du président de la République depuis 2017 sur ce sujet-là, mais qu'on peut partager d'un certain côté, qui est de dire il y a 14 000 milliards, il y en a 10 000 dans l'immobilier, il y en a 4 000 si on enlève ce qui est sur le livret A, ce qui est la dette de la France et tout ça, il n'en reste plus que 2 000 que les Français mettent effectivement dans ce qu'ils considéraient être l'économie productive, c'est-à-dire les industries, les entreprises un peu plus classiques. Et il y a une volonté de pouvoir faire que les Français aillent plus mettre leur argent là-dessus, comme ça vient de vous être présenté le choix que vous allez faire prochainement, Bérénice, et que dans l'immobilier. Voilà. Mais ça ne peut pas se faire de façon aussi brutale que ça. Ça doit s'accompagner. Et c'est pas parce qu'on veut que les Français aient une culture un peu plus, je dirais, 440, on va dire ça comme ça, que derrière, il faut déséquilibrer et mettre en difficulté le marché immobilier. Parce que j'imagine que ces 10 000 milliards de patrimoine immobilier, au moment où on parle beaucoup de la dette de la France, ça nous permet aussi peut-être de rester encore un petit peu sérieux auprès des marchés internationaux, parce que c'est aussi une valeur, c'est à nous tout ça, c'est à tout le monde. Hein. Voilà, donc il ne faut pas non plus vouloir dire de 10 000, on va casser le marché pour que ça devienne 6 000 ou 8 000, je ne sais pas trop combien, rien que pour se faire plaisir, quoi. Non, attention, là, derrière, c'est notre argent, collectivement, alors certains plus que d'autres, mais je veux dire, c'est aussi notre matelas collectif, c'est 10 000 milliards, et ça ne doit pas se traiter à la légère. Alors, juste après, on va parler des propositions fiscales de la FNAIM Grand Paris, justement, concernant l'investissement immobilier. Catherine, vous qui êtes sur le terrain, là, c'est vrai ce que dit Lionel Causse, depuis quelques années, hein, peut-être depuis l'ère Macron, on assiste vraiment à un peu une vision manichéenne hein, du secteur. Les propriétaires sont un peu les méchants. Est-ce que vous constatez une baisse des envies justement d'investir? Est-ce que vous voyez le nombre d'investisseurs diminuer, vous qui les accompagnez? Pour un certain nombre de raisons qui ont été soulevées avec les contraintes qui sont liées et auxquelles sont sujets les propriétaires, oui. Après, c'est notre rôle et on arrive quand même à sensibiliser les gens à la marge pour pouvoir quand même investir pour le logement des Français. Donc à les convaincre. On arrive à les convaincre. Arrive à les convaincre. Et surtout, ce qui est important de dire, c'est que la majorité de nos propriétaires sont des petits propriétaires en fait. Et c'est quoi des petits propriétaires? C'est un propriétaire qui est souvent assez âgé et qui a investi à l'époque où il était en activité pour sa retraite. En se disant, en attendant, je loge un de mes concitoyens. Et ça fonctionne encore. Hein, on arrive encore à le faire passer. Hein, quand on fait, alors en ce moment forcément moins puisque le volume des ventes a baissé, donc on arrive un petit peu moins à agir sur ce levier-là. Mais ces gens-là sont les premiers à être volontaires et à faire et à trouver et à accepter les dispositifs qui sont mis en place par l'État pour pouvoir louer et loger nos concitoyens. Donc oui, on arrive à faire que les gens n'investissent pas que pour en faire de la rentabilité par le Airbnb, mais aussi pour loger les gens, oui. Après, on comprend hein, ces propriétaires qui ont envie de faire de l'Airbnb maintenant. Forcément, puisque les tarifs... On va parvenir sur ce qu'a dit Olivier tout à l'heure avec l'encadrement des loyers, mais en tout cas, dans les zones où on a un loyer encadré, forcément, quand vous êtes obligé, quand vous investissez sur Paris au prix du mètre carré, à avoir un effort à faire tous les mois, parce que quand vous avez un emprunt,
il n'est pas couvert par la totalité du loyer. Donc, c'est vrai que souvent, les jeunes qui veulent investir, soit ils investissent pour déjà habiter. Donc, souvent, on commence par un studio. Et puis après, petit à petit, au fur et à mesure de notre vie, on grandit et on investit dans un logement plus grand. Ces jeunes-là, s'ils n'arrivent pas, ils sont obligés de revendre parce qu'ils peuvent avoir après un apport pour recontinuer. Mais s'ils sont obligés de revendre et qui sont obligés d'avoir un effort financier à faire. Et malheureusement, c'est le problème du logement à Paris. C'est-à-dire qu'on a des loyers... Alors, à Paris, ou dans toutes les zones encadrées d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Paris, mais l'encadrement des loyers est un des plus gros freins à la location par les propriétaires individuels par rapport à la rentabilité de leur investissement. Alors, je vais dire un mot, Bérénice, là-dessus. En réalité, c'est important de parler de la location touristique ou de la location courte durée, parce qu'en fait, on en a besoin dans tous les marchés. La problématique, et ça avait été bien accueilli, c'est qu'on avait réussi à réduire un peu les écarts de fiscalité attractive entre la location de courte durée, qui est beaucoup plus attractive financièrement que la location longue durée, qui est quand même plus vertueuse. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'on a quand même des propriétaires qui se disent, j'ai trop de contraintes dans la location longue durée, encadrement des loyers, ça ne concerne pas les locations touristiques. La rénovation énergétique, ça ne concerne pas la location touristique, même si les choses sont en train d'évoluer. Mais en attendant, en fait, la vacance des logements a explosé particulièrement dans les zones encadrées. Il y a de moins en moins de propriétaires qui veulent y aller parce que c'est trop dur, c'est trop difficile, on n'a pas les outils de financement pour la rénovation énergétique. Et donc, du coup, pourquoi aller s'ennuyer naturellement dans quelque chose de contraignant s'il y a des solutions faciles à côté? Donc, c'est là-dessus qu'il faut prendre les choses en compte. Alors, le problème, c'est que ça prend du temps, tout ça. On en est à 7 ministres du logement. Comment construire et puis on a eu une assemblée générale qui a changé une assemblée nationale qui a changé plusieurs fois. Comment arriver à construire des textes longs? Moi, je suis membre du Conseil national de l'habitat. J'ai travaillé avec Lionel pendant ces années. J'ai eu cette chance. On a travaillé beaucoup sur des solutions pour rapprocher les dispositifs et éviter les disparités. Mais malheureusement, si on a une instabilité politique permanente, on peut pas arriver à construire des choses dans le temps. Et on s'en rend compte là, aujourd'hui, avec la disparition de notre gouvernement. C'est qu'est-ce qui va se passer? Quel retard on va prendre encore? Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le marché? Alors là aussi, il y a peut-être une autre cause de ces locations courte durée qui fleurissent partout. C'est aussi qu'on n'avait pas prévu, c'est le comportement. Les gens ont peut-être, on l'a vu dans les études, les récentes études, les gens déménagent plus souvent, ont envie de logements un peu clés en main. Il y a aussi les comportements qui évoluent. Alors là aussi, il y a peut-être des analyses qui n'ont pas été faites côté gouvernement, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ceux qui nous gouvernent sont un peu à la ramasse concernant les comportements, l'évolution de la société en tout cas. On a légiféré, mais peut-être un peu trop vite et pas avec tous les éléments. Bon, j'entends, il y a un problème sur location courte durée. Ceci dit, l'optimisation de l'immobilier, ça doit être une règle et je pense qu'il faut le faciliter. Pour moi, Airbnb, Abritel, Pierre-Paul Jacques, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire, vous avez un bien, vous y êtes, quand vous partez, vous le mettez à location un week-end pendant les vacances. C'est quelque chose qui doit être naturel, qui devrait se faire. Donc ça, je crois que ce principe-là d'optimiser l'immobilier aujourd'hui tel qu'on l'a, parce que derrière, on a tous des charges, des travaux à réaliser, etc., c'est une bonne chose. Donc il faut faire quand même attention, parce que l'essentiel de ces locations, c'est aussi des gens qui vivent, c'est une résidence principale, qui peuvent louer une chambre, qui peuvent louer, Donc là, on est en train, je pense, à travers les mesures qui ont été prises, de taper sur ces gens-là essentiellement. Il y avait une différentielle de fiscalité, mais je préfère ce qu'on a voté à l'Assemblée, augmenter l'abattement de 30 à 50% pour les locations à l'année, parce que je pense que c'est ça aussi dont on a besoin, parce que ça réglera pas tout le problème de la fiscalité, mais c'était déjà une anomalie qu'il va falloir faire. Et après, attention, parce que baisser les abattements sur les locations de courte durée, ce que je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ce que je commence à ressentir et à voir, c'est que finalement, on a touché la petite résidence secondaire qui servait pour la retraite et on n'a pas touché les gros investisseurs qui faisaient du Airbnb, qui eux sont déjà au réel. Et moi, j'en ai plein qui sont venus me voir, y compris à Paris, qui ont des dizaines, voire des centaines d'appartements, qui rigolent. Ils me disent, mais on n'est pas concernés, on est déjà au réel. Donc en fait, vous pouvez toucher les appartements, c'est pas notre régime à nous. Et ceux-là sont passés complètement à côté des mesures qui ont été prises. Donc voilà. Mais comme on n'a pas les chiffres de Bercy, qu'on n'arrive pas à savoir exactement qui fait quoi,
on essaie de temps en temps, et c'est là où la politique, les travers de la politique, je peux dire, en effet, on est tous là-dedans, c'est-à-dire qu'on veut aller vite, on veut donner un signal, on veut dire que Airbnb, voilà, il faut essayer d'ajuster, du coup, on fait les choses un peu trop rapidement, et peut-être qu'on est passé un peu à côté de la cible qu'il fallait sur les mesures qui ont été prises dans cette PPL, à mon avis, mais on le verra dans les semaines et les mois qui viennent, mais je pense que je vais recevoir beaucoup de gens à la permanence qui vont venir me dire, écoutez, y compris moi, je l'ai à Hossegor, ça commence à venir, j'ai une maison familiale ou un appartement familial, je venais un peu en juin, je venais en août, je le mettais à louer en juillet, mais maintenant c'est terminé, je ne vais pas le mettre à louer. Et ça, c'est pas bon pour le territoire. Ah bah oui, voilà. Forcément. Qu'en est-il des propositions justement de la FNAIM Grand Paris sur le sujet de la fiscalité? Donc Jean-Claude nous a bien expliqué, on n'a plus envie d'investir dans l'immobilier. En fait, ça a toujours été lourd, remédier, mais on arrivait à équilibrer. Nous, on avait beaucoup de clients, beaucoup de propriétaires qui n'étaient pas là pour gagner de l'argent. Ils étaient là pour équilibrer les charges avec leurs produits, quitte à payer leur fiscalité normale. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est en déficit. C'est-à-dire qu'il faut rajouter au pot. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, bien évidemment, ça fait longtemps que tout le monde parle du statut fiscal du bailleur privé. Il est temps de s'en saisir, véritablement. Bon, visiblement, c'est pas ce qui s'est passé plus récemment à l'Assemblée nationale. Et donc, en réalité, il faut avantager ou améliorer le régime fiscal des propriétaires qui prennent le risque de mettre en location et qui prennent le risque de mettre en location longue durée pour fournir du logement français, une offre qui n'existe pas dans le parc public ou le parc social. Donc à un moment donné, sans le bailleur privé, on ne peut pas le faire. Nous, administrateurs de biens, on a des garanties, des sécurités. Quand les bailleurs viennent nous voir, on leur propose des garanties loyers impayés, on évite de prendre tout un tas de personnes qui se prennent caution éventuellement, mais on a des dispositifs juridiques, techniques et assurantiels qui permettent de faire que le risque porté par la vision d'une location, on peut complètement l'absorber. Donc ça c'est important de le noter. Derrière ça, la fiscalité, elle est complètement déséquilibrée. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut partir du principe que l'acteur social qu'est l'investisseur privé doit pouvoir amortir une partie de son prix d'acquisition comme on l'avait sur le régime de la location meublée. Il faut qu'on puisse amortir une partie du prix d'acquisition. Alors ça peut se faire soit par un pourcentage du prix de revenu du bien, soit par une déduction forfaitaire, un truc très simple dans la déclaration de revenus de 30 ou de 40% des revenus bruts. Et puis nous, derrière, dans cette fiscalité, on pense qu'il y a des choses, parce que tout peut passer par la fiscalité. En fait, on peut redonner du goût, pas pour en faire des niches, j'ai horreur du terme niche fiscale, on peut donner des avantages pour aller pointer là où on a besoin d'apporter des choses. Par exemple, on veut accélérer la rénovation énergétique. On pourrait très bien faire en sorte qu'un bailleur qui a fait des investissements plus lourds que ce qu'exige la réglementation, il pourrait bénéficier d'un avantage fiscal qui permet de mettre en avant et d'inciter du coup tous ceux qui sont à la traîne à y aller. On a un sujet... Plutôt que d'interdire, inciter. Mais inciter l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est un sketch. C'est le placebo du moment. C'est un sketch pourquoi? Parce que dans des villes qui ne construisent pas assez, parce qu'ils ont une politique d'absence de construction, on va contraindre les propriétaires, donc ça fait un effet d'explosion de la vacance et un effet dissuasif de l'investissement locatif. Vous comprenez que l'encadrement des loyers est peut-être arrivé parce qu'il y avait des propriétaires qui exagéraient aussi. Moi, quand je suis arrivée à Paris, alors à l'époque j'étais locataire, c'est vrai qu'il y avait des loyers, c'était exorbitant. Non, mais Bérénice, 1 000 € pour une petite Paris, surface, c'est quand même pas raisonnable. Vous avez raison, mais pourquoi on parle des propriétaires? Qui accompagne la politique de l'offre et de la demande? C'est le soutien ou pas à une offre de construction. Monsieur le député qui va vouloir intervenir, et c'est normal. Discrètement. Voilà. Mais à partir du moment où on soutient une production de logements en adéquation avec la demande, on évite les systèmes en tension. Il y a des phénomènes sociaux qu'on n'a pas anticipés. La décohabitation, je veux dire, c'est un terme qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, mais il y a de plus en plus de familles monoparentales qui s'installent. Les gens ne se supportent plus. On double les besoins en logement aussi de la même façon. Donc il faut accompagner ça. On n'a peut-être pas accompagné suffisamment la transformation des immeubles, la surélévation dans des villes où c'est extrêmement compliqué. Bon, il y a un moment donné, il faut inciter à faire. Moi, je préfère les dispositifs comme le Loc Avantage qui n'était réservé qu'aux agences immobilières à vocation sociale, alors qu'en réalité, plutôt que de faire un encadrement des loyers, on donne un abattement forfaitaire pour des loyers qui sont moindres, et donc du coup, on incite le propriétaire à louer moins cher. C'est un dispositif qui est cher à monsieur le député, et j'espère qu'on va en parler. Ça, c'est un élément qui me semble être plus intéressant que de mettre un encadrement des loyers qui est mal calculé et qui, je le rappelle, a été retoqué 3 fois devant le Conseil d'État
On n'y est pas pour rien d'ailleurs. Donc du coup, c'est important d'aller dans ce sens-là. Et puis on a un sujet, nous, en tant qu'administrateurs de biens et agents immobiliers respectueux de la loi. Il y a un moment donné, on demande aussi que pour pacifier les relations locatives entre les bailleurs et les propriétaires, puisque c'est notre quotidien, qu'un propriétaire qui fait le choix vertueux de confier sa relation locative avec un professionnel puisse aussi bénéficier d'un avantage. Voilà, c'est quelques mesures parmi la dizaine qu'on a proposées. Et on ne lâchera pas et on essaiera de porter cette voix de raison plutôt que de contraindre. Lionel, vous vouliez réagir? Je voulais intervenir sur Locavantage, justement, parce que c'est peut-être une des solutions sur lesquelles... Alors, rappelez-nous ce que c'est, juste Locavantage, c'est en fait un bailleur privé qui loue son logement en dessous du prix du marché, avec un loyer qui peut s'approcher du loyer, en gros, du social, et en échange, le propriétaire bailleur a un crédit d'impôt. Alors aujourd'hui, c'était une réduction fiscale, donc ça concernait que quelques propriétaires bailleurs. Dans l'amendement que j'ai proposé à l'Assemblée nationale qui a été voté, on passe sur un crédit d'impôt et effectivement, on l'ouvre à tout le monde. Donc avec possibilité, je pense, de généraliser et surtout on le prolonge puisqu'il s'arrêtait là à la fin de cette année, le dispositif Locavantage. Donc je pense que c'était l'occasion de démontrer que ce dispositif peut être aussi une des réponses. C'est pas ça qui va régler tout le sujet, mais je préfère des solutions comme ça incitatives qui permettent de faire du gagnant-gagnant entre le locataire et le propriétaire plutôt que d'avoir effectivement des solutions trop contraignantes. Mais là aussi, à l'heure actuelle, bon, vous direz c'est normal, il n'y a plus de gouvernement. Je ne sais pas si cet amendement a été retenu dans le projet. Ça a été voté par l'Assemblée nationale et je peux vous dire que jusqu'à hier soir, je ne savais pas si ça allait être repris dans le 49.3 ou pas ou dans le projet de loi de finances. Surprise. Et pourtant, c'est une bonne solution. Exactement. Il faut qu'on continue à se battre. Je pense qu'il y a quand même de bonnes choses du débat parlementaire. À l'origine de certaines dont on a parlé là. Il y a eu des moins bonnes, mais il y a eu des bonnes. Et il faut vraiment que le gouvernement qui va prendre ses fonctions dans les heures ou les jours qui viennent, les reprenne dans le projet de loi de finances. Parce que là, si on ne reprend pas Locavantage, l'amendement tel que j'ai déposé, déjà, il s'arrête au 31/12. Donc, déjà, il n'y aura même plus de proposition de solution. Voilà. Donc, c'était une expérimentation de 2 ans ou 3 ans qui se termine, mais ça serait dommage de l'arrêter. Donc, c'est... On va avancer parce qu'on est un peu en retard. On va parler d'essence énergétique, rénovation énergétique dans cette partie-là. Alors, c'est vrai que le bâtiment constitue le troisième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, avec 18% des émissions nationales. Donc, d'où la fameuse loi climat et résilience pour essayer de réduire cela. Lionel, vous avez pas mal milité justement pour notamment le calendrier d'interdiction à la location des logements les plus mal notés. Alors ça commence demain, en janvier 2025, avec les G, donc les appartements, les maisons les plus mal notées. Ensuite, prochaine étape 2028, 2034. Bon, ce calendrier, il a beaucoup été critiqué par beaucoup de monde, par des propriétaires, par les professionnels de l'immobilier. C'est vrai ça incite les gens, ça oblige les propriétaires à faire les travaux. Quel est votre positionnement là, à l'heure actuelle ? Déjà sur climat et résilience, je ne me suis pas occupé de la partie DPE, je me suis occupé de la partie ZAN et je sais que c'était la sobriété foncière, c'était déjà pas mal avec aussi un calendrier et des objectifs. Je pense que climat et résilience, d'une part, a le mérite déjà de donner un calendrier et un objectif de 2050 de bâtiments bas carbone en France. Donc on a 25 ans pour y arriver. Donc après, il reste à savoir quel est le calendrier et comment on accompagne. Le gouvernement, jusqu'à présent, et ça c'est une bonne chose, ont donné des contraintes et ont donné des carottes. C'est-à-dire les contraintes, c'est les calendriers, les carottes, c'est à travers ma prime rénov, des aides. Voilà. Donc après, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre les deux. Surtout que le premier calendrier qui a été mis dans climat et résilience était volontariste, mais on sait qu'on ne va pas pouvoir le tenir pour un peu plus de 200 000 logements, je crois, qui sont G aujourd'hui, qui ne pourront pas sortir avant le 1er janvier 2025. Donc il faut être pragmatique. De ce côté-là, il faut donc l'accepter. Ça sera une réalité au 1er janvier 2025. On ne va pas sortir ces logements du marché de la location parce qu'on ne peut pas. On vient de parler d'une crise, donc ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on arrive à travailler avec tous les professionnels, FNAIM, tous les acteurs du logement, pour arriver à accompagner et à convaincre les propriétaires bailleurs qu'il y a des travaux à réaliser dans les mois et dans les années à venir, le plus tôt possible, parce que derrière, c'est une histoire...
je dirais, aussi économique et social pour les locataires, hein, parce qu'on sait que c'est dans les passoires thermiques qu'on consomme le plus. Ce sont souvent dans les bâtiments, quand même, qu'on le veuille ou pas, les études le montrent, où on a les revenus les plus faibles qui sont confrontés le plus à ce genre de difficultés. Donc voilà, c'est un sujet de société qui est complexe. Ça dépend, hein, les haussmanniens à Paris sont très mal notés. Voilà, aussi. les haussmanniens sont très mal notés. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir compte aussi du bâti, des possibilités ou pas d'évolution. Donc c'est tout le sujet d'une proposition de loi qui est arrivée à l'Assemblée nationale, qui devait être traitée hier soir. Donc il le sera, je pense, dans les jours qui viennent, puisque les débats ont été arrêtés à l'Assemblée nationale. Ça, elle va être traitée du coup Je l'espère, parce que le 1er janvier, on ne va pas sortir. Il n'y a pas d'interdiction de location des logements Angers. On dit il faut que le logement à Angers, soi-disant, on ne peut plus louer, mais il n'y a pas d'interdiction dans la loi, donc ils seront toujours là. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si on ne fait rien, ces dossiers-là risquent, pour certains d'entre eux, d'être jugés par le juge. Voilà, et donc il faut éviter, il faut faire en sorte que, je dirais, l'architecture et que le système soit quand même clair pour tout le monde. Il faut protéger tout le monde, que ce soit le bailleur comme le locataire. C'est pour ça qu'il faut que la loi vienne préciser des choses, parce qu'aujourd'hui elles ne sont pas suffisamment précises telles qu'elles ont été écrites dans la loi climat et résilience. Je veux pas être dans l'alerte, mais notre problématique, c'est que la loi climat et résilience a fait intégrer dans le décret sur le logement décent, donc la décence d'un logement, le critère de performance énergétique. Donc les logements qui sont loués à compter de... On n'a pas de difficulté pour dire qu'un logement loué à compter de 2025 doit avoir une note minimale de F. Ça c'est clair pour tout le monde. La problématique, c'est qu'un logement qui est déjà loué, qui a été loué d'ailleurs de bonne foi en fonction de la règle de performance énergétique applicable au moment où la loi est sortie, va être aujourd'hui mis en difficulté. La décence, c'est un critère obligatoire. Hein. La décence, c'est j'ai pas de WC, j'ai pas de salle de bain, j'ai pas de cuisine. Enfin, à un moment donné, on parle de surface habitable, d'éclairage, de ventilation, et on parle de performance énergétique. Et aujourd'hui, tous ces biens qui ne répondront pas à l'obligation vont avoir une difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, je pense que Catherine va pouvoir nous l'indiquer, mais on a une réaction des propriétaires dans les agences qui s'inquiètent. On a beau les rassurer, il y a une très très grosse inertie jusqu'à encore aujourd'hui pour mettre en place les outils qui permettait d'avancer dans la rénovation énergétique. On a beaucoup travaillé sur les immeubles collectifs, beaucoup moins sur les propriétaires individuels dans les immeubles collectifs. Et on a eu aussi une filière de la rénovation énergétique qui s'est pas mis en mouvement dans les délais non plus, avec un calendrier qui était beaucoup trop ambitieux par rapport à la réalité. On est tous convaincus qu'il faut faire cette rénovation énergétique. Nous, ce qui nous pose problème, c'est qu'on a sur Paris intramuros 60% des logements qui vont être frappés d'une interdiction de location d'ici 2034. 60% des logements. Vous me direz comment on fait, moi je ne sais pas. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que pour l'accompagner, il faut des financements. Ça commence enfin à arriver auprès des établissements bancaires qui s'y sont mis tardivement. On a les dispositifs d'accompagnement et de subvention, ma prime rénov, qui s'adaptent au fur et à mesure du temps. Mais comme ils changent tous les 4 mois, tous les 6 mois, on a une difficulté de lecture des aides appropriées. Et puis, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des locataires qui seront présents dans les lieux, notamment au 1er janvier 2025. Nous, on exhorte les pouvoirs publics à faire en sorte que dans les projets de loi qui sortent, qu'on confirme que toute nouvelle location doit répondre aux critères de décence énergétique. Il n'y a pas de sujet. Mais laissons les logements loués tranquilles, sachant que tout naturellement, dans des périodes de 3 à 7 ans, le locataire va quitter son logement et donc du tout, il y aura un nouveau propriétaire, le propriétaire qui va refaire ses travaux et qui permettra une rotation du parc et une rénovation au fur et à mesure. Notre problématique, c'est qu'on a des propriétaires qui se posent la question, disent si le juge me réduit mon loyer parce que mon logement n'est pas conforme, comment je fais? Est-ce que je dois donner congé à mon locataire pour faire des travaux? Si j'en ai les moyens, est-ce que si j'ai pas les moyens, je dois vendre mon appartement et donner congé au locataire aussi? Et qu'est-ce qui va se passer dans une période extrêmement contrainte comme celle qu'on a aujourd'hui? On va aggraver le problème. Et là, c'est un vrai cri d'alerte. Oui, parce que le risque, c'est que de nombreux propriétaires en fait donnent congé pour vendre le bien, donc ce serait plein de locataires qui se retrouveraient à la rue. C'est ça. Et en fait, tu parles de l'inquiétude du côté des bailleurs, mais l'inquiétude, elle est énorme aussi du côté des locataires. C'est-à-dire que nous, la FNAIM, on n'est pas là que pour défendre les bailleurs, on est aussi là pour défendre les locataires. Nous, on est le client des... Enfin, ce sont nos clients, les deux. Et l'incertitude, et elle pèse aussi énormément sur les locataires, qui sont souvent des jeunes, parce que c'est souvent les diagnostics de performance énergétique qui sont pas très bons, sont souvent dans les petites surfaces. Ça a été amélioré. Le fait d'avoir modifié le moteur de calcul, d'avoir revu les moins de 20 mètres carrés, ça a modifié certaines choses dans les toutes petites surfaces.
enfin les moins de 40 mètres carrés, pardon, mais entre les 20 et 40 mètres carrés, c'est pour ça que je voulais en venir aux 20 mètres carrés, pas par rapport à la surface, mais par rapport à la modification de la note. Toutes les surfaces de moins de 20 mètres carrés ont eu des notes qui ont été modifiées. Les appartements qui étaient entre 20 et 40 mètres carrés, ça n'a pas été le cas. Et ces appartements qui sont indécents énergétiquement, mais pas indécents, comment dire, pas insalubres, pas, voilà, énergivores, ils sont énergivores, mais c'est des logements tout à fait corrects. Quand on parle, avant cette loi, quand on parlait d'un logement indécent, on avait tous en tête un logement qui était vraiment insalubre. Oui, mais un logement indécent, c'est ça la définition de logement indécent. En jeu la sécurité physique et la sécurité de l'occupant. Et on y a mis la consommation énergétique du logement comme étant un critère identique, ce qui sont deux notions qui sont complètement différentes. Et on s'est retrouvé avec un certain nombre de logements mal classés énergétiquement, parce que le bâti était fait de telle façon et le moteur de calcul du DPE aussi, mais des appartements qui étaient nickel, des belles cuisines, des fenêtres double vitrées, dans des petits bâtiments, des appartements qui sont louables et qui répondent aux besoins de logement. Mais comme on les a classés comme indécents, et ben de ce fait, on s'est aussi privé d'une partie du parc, et c'est en ça que ces ajustements étaient attendus pour qu'on puisse arriver à retrouver un peu de cohérence par rapport à une crise. On parle d'une crise, on ne parle pas d'une lubie de se dire qu'on a trop de logements et qu'on peut en mettre de côté. Le problème, c'est qu'on ne répond pas aux besoins des Français, et c'est ça qui nous a d'ailleurs particulièrement motivés à traiter le sujet de la rénovation énergétique avec beaucoup d'énergie auprès des pouvoirs publics, parce qu'il faut arriver à faire entendre raison et à débroussailler un peu. Non, mais là, on peut pas envisager de mettre en insécurité des bailleurs en disant c'est pas grave, le locataire va saisir le tribunal pour faire baisser le loyer. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter tout ça. On parlait des contraintes fiscales, mais la contrainte réglementaire, elle est telle que des petits propriétaires, même intermédiaires, ne veulent plus en entendre parler. Donc il faut redonner confiance. Alors on va juste écouter justement deux professionnels de l'immobilier qui ont donné leur avis justement sur le fameux calendrier lié au DPE. Est-ce qu'il est tenable, et sur les aides publiques, sont-elles suffisantes? On va les écouter. On écoute la première question sur le calendrier. Le calendrier va être largement dépassé au nombre de copropriétaires en difficulté dont les locataires donnent congé et qui se retrouvent avec l'épée qui leur dit vous allez plus pouvoir louer. Donc énormément d'inquiétude, de l'insistance, mais on ne peut pas accélérer les délais. Compte tenu du nombre de diagnostiqueurs aujourd'hui, d'auditeurs énergétiques, il faut à peu près 18 ans. Donc un message à passer aux politiques, c'est soyez réalistes, messieurs, mesdames, soyez vraiment réalistes. Faire des tranches quinquennales, par exemple, pour les grosses copropriétés, les moyennes copropriétés, les petites copropriétés, permettrait, à mon avis, de lisser cette temporalité nécessaire sans laquelle on ne pourra pas faire tous les DPE. On pourra pas. Le monde des copropriétés est assez hétérogène entre les grosses copropriétés qui mènent ces opérations de planification de travaux depuis plusieurs années qui sont déjà prêtes, et les toutes petites copropriétés qui découvrent ces planifications de travaux et qui auront un espace de 4 ans pour fixer les choses. Et ça pénalise les copropriétaires puisque, premièrement, ils vont payer très cher des diagnostics du fait qu'il y a peu d'intervenants qui doivent dans un délai contraint produire ces diagnostics obligatoires, et ça va générer également des diagnostics qui ne seront pas d'une qualité exceptionnelle parce qu'en effet on a tellement massifié l'opération que finalement dans ce si court délai on ne peut pas produire des choses très satisfaisantes. Pour les petits propriétaires, c'est absolument pas tenable parce que de toute façon, des diagnostiqueurs, nous n'en avons pas assez. Nous, on souhaiterait en effet qu'il y ait un allongement de ces délais qui permettent à chaque prestataire d'avoir le temps de faire les prestations, que les prix des prestations se régulent, des diagnostiqueurs, des différents intervenants, et qu'on ait un rendu de la part de ces cabinets qui soit de meilleure qualité. Nous avons les demandes de subventions, notamment pour réaliser les DTG. On constate aujourd'hui que pour obtenir un DTG complet, il faut quasiment une année. Donc le calendrier ne pourra pas être tenu. Voilà pour le fameux calendrier. Lionel, une petite réaction? Aujourd'hui, le débat à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs propositions qui sont faites. Il y a une proposition, il y a une PPA il n'y a pas très longtemps qui veut dire on supprime les DPE, terminé, on n'en parle plus. Bon, on les jette. Ça vient du Rassemblement national. Voilà, exactement. Bon, Dieu merci, on l'a acheté parce que je crois qu'on partage tous qu'il faut quand même qu'on avance et que c'est pas, quand on a une difficulté, c'est pas en disant on la met de côté, on la jette, qu'on règle le problème. Voilà.
La deuxième solution, c'était de dire, on prend le calendrier 2025, on va à 2028, 2030, on revoit, on remet une nouvelle date, avec le risque de cette proposition-là, qui est de dire, dans 3 ans ou dans 4 ans, on aura finalement le même problème, on n'aura pas résolu les différents cas, les différentes difficultés qu'on peut avoir dans les copropriétés. La troisième, c'est celle qui a été prise par le gouvernement, donc, et mes collègues Bastien Marchi et Vignac Etchani, c'est de dire, on essaie de trouver des solutions pour étaler le calendrier et faire en sorte que justement entre le 1er janvier 2025, et j'entends tout à fait ce que dit Olivier, et ce qui va rassurer le propriétaire et le locataire, qu'il n'y ait pas de délai et qu'il n'y ait pas d'instabilité pendant cette période-là, il faut que ce soit le plus court possible. Moi, j'ai déposé quelques amendements justement pour essayer d'aller sur le PPPT qui n'était pas dans la proposition de loi, de donner plutôt d'un calendrier avec des dates pour la réalisation et notamment des travaux, des choses comme ça, et non pas être sûr une fois que c'est voté, puis on attend et on laisse faire. Je pense que la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, telle qu'elle est proposée en tout cas aujourd'hui, n'est pas satisfaisante parce qu'en fait il suffit de dire vous avez une assemblée générale de travaux et vous n'êtes plus soumis au calendrier. C'est-à-dire qu'à la limite, un copropriétaire unique, propriétaire d'une copropriété, il se fait son assemblée générale, il dit j'ai validé les travaux, il les fait jamais et il est jamais soumis au truc. Bon, voilà, donc il faut qu'on soit... Il y a toujours, mais c'est là où c'est compliqué parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les situations et solutions. Donc ça, c'est côté loi et c'est... donc le débat, on va le tourner autour de ça. Et j'entends ce qui est dit. Moi, ce que je veux, c'est qu'on trouve des solutions. C'est pas non plus emmerder, excusez-moi, mais voilà, ni les propriétaires, ni les locataires, je veux qu'on ait des situations la plus stable possible et la plus pragmatique possible pour qu'on puisse avancer. Et la dernière solution, ce que j'ai proposé aussi à la ministre en parallèle, c'est au-delà de la loi, faire du réglementaire. Travailler effectivement aujourd'hui dans le DPE, vous avez 2 notes, c'est prendre non pas la plus mauvaise note, mais la meilleure des 2 notes, peut-être pendant une période de transition. Donc ça, c'était immédiat, ça pouvait se prendre, mais aujourd'hui, bon, ça n'a pas été le choix qui a été fait. Et la deuxième, c'est travailler sur le coefficient d'électricité, c'est-à-dire le baisser pour qu'au moins ceux qui sont sur l'électricité se rapprochent, non pas pour faire plaisir et sortir des logements de mauvaise classification GEF, c'est-à-dire c'est tout simplement aller vers le coefficient qui est celui proposé par l'Europe, qui est de 1,9, alors qu'aujourd'hui la France applique 2,3. Donc on peut y aller progressivement, parce que ça ne sert à rien de faire la surtransposition par rapport aussi à ce que la loi nous préconise. Et on sait que si on fait ça, on sort aussi de certaines classifications, pas mal de logements. Bon, voilà, donc ça c'est du réglementaire, ça peut se faire très vite aussi, je crois qu'il ne faut pas l'exclure non plus, je l'ai écrit, je l'ai proposé. Bon, maintenant, tout ça c'est sur la table. Il nous reste que quelques jours pour trancher et avancer, et j'espère qu'en tout cas, la PPL, le projet de loi qui va reprendre très très vite à l'Assemblée nationale, répondra pas à tout, parce que c'est très compliqué, comme je dis, il y a plein d'exemples très difficiles, mais en tout cas qu'on puisse stabiliser au maximum et effectivement rassurer tout le monde, parce que l'objectif c'est pas de mettre tout le monde dans la panique, il faut qu'on rassure tout le monde. Jean-Claude Drier, vous qui êtes spécialisé en droit fiscal, selon vous, est-ce que cette rénovation énergétique, est-ce que ce serait une bonne idée justement de mettre alors pas une niche fiscale, mais voilà, de créer un dispositif qui permettrait d'inciter justement les Français, les investisseurs à faire des travaux de rénovation énergétique? Alors, comme le disait Olivier Principal, on ne s'est pas concerté, mais j'aime pas du tout le terme niche fiscale, cette déduction, hein, comme vous dites, parce qu'une niche, en fait, c'est une déduction fiscale qui a été autorisée par le Parlement. Donc, c'est un terme, moi, je trouve très journalistique, qui est très péjoratif, hein, et qui est destiné, en général, à faire des économies. On veut supprimer les niches fiscales, ça c'est le premier point. Après ça, c'est une question de vocabulaire. Ensuite, deuxièmement, vous dites, est-ce que ce serait bon de faire un dispositif particulier? Moi, je pense qu'il faut que ce soit vraiment un dispositif particulier et qui soit, du point de vue fiscal, avec tous les feux verts possibles pour la déduction. Pourquoi? Parce que dans le climat fiscal que tout le monde a compris, où l'investisseur dans l'immobilier, il hésite à 2 fois avant d'entrer dans la voie, si on lui dit au bout du bout, fiscalement, vous aurez peut-être pas grand-chose, mais ce que je vous demande, moi, au nom du Parlement, au nom de l'État, c'est de faire des travaux, investissez, sachant qu'au bout, il a rien, il a intérêt d'être incité. Donc j'escompte que les parlementaires, qui sont tous des gens, je suis sûr, des entrepreneurs avertis, vont pouvoir ensuite mettre ce feu vert pour qu'il y ait des déductions. Et pour aller dans le sens aussi, juste une petite chose sur le plan technique, comme le proposait le président de la FNM du Grand Paris en disant il y a des petites choses simples à faire, par exemple admettre une déduction de l'investissement immobilier dans le cadre du revenu foncier, ce qui n'existe pas.
ce qui est une chose simple à faire. Et il y en a une autre aussi parallèlement, c'est qu'en revenu foncier, sans rentrer dans le détail des choses, dans les revenus fonciers, un investisseur foncier, et moi je le vois techniquement quand je vois mes clients arriver, ils me disent mais regardez maître, j'ai des revenus, j'ai des dépenses, mais l'administration fiscale me dit que la dépense n'est pas déductible. Oui. En revenu foncier, vous pouvez générer de la dépense qui ne vient pas en déduction de votre revenu déclaré, ce qui est un comble. Par exemple, des dépenses dites d'amélioration, vous pouvez changer dans certains cas des fenêtres pour du double vitrage, l'administration, de par la loi, ne les prendra pas en compte en déduction. Alors, ça, c'est des choses trappes fiscales, certes, c'est de la technique, mais l'investisseur, quand il est parti dans le tuyau, quand il est parti dans cette voie, il se retrouve confronté à tous ces obstacles qu'il faudrait que le Parlement facilite le franchissement. Moi, j'ai deux propositions pour aller dans ce sens-là. D'une part, c'est complètement déplafonner le déficit foncier. Aujourd'hui, quand vous avez plus de charges que de produits, si vous avez un déficit, il est plafonné à 10 700 €. Exactement. Il a été étendu à 21 400 € dans le cadre de travaux de rénovation énergétique jusqu'au 31 décembre 2025, si on atteint la classe D. Bon, moi je pense qu'à un moment donné, tous nos petits propriétaires, qui sont la masse essentielle des investisseurs privés, on devrait faire sauter la barrière du déficit foncier. Vous avez dépensé 30 000 € dans l'année, 35 000 ou 40 000 € pour la rénovation énergétique de votre logement. On ne va pas attendre 3 ans ce qui me semble juste, reporter. Je veux dire, vous avez constaté la charge. Déjà, il faudrait faire sauter le déficit foncier. Et pas que pour les sujets de rénovation énergétique. Mais par contre, pour accélérer la rénovation énergétique, on pourrait très bien avoir une déduction fiscale aussi spécifique pour tous les propriétaires qui ont anticipé le calendrier de la rénovation et qui ont déjà porté leur logement en classification D, par exemple, de mettre un abattement forfaitaire de 20% des revenus bruts qui permettrait d'inciter tous les propriétaires à avoir une fiscalité plus légère parce qu'ils ont pris le pli d'aller plus vite que ce que la réglementation exigeait. Et donc, du coup, sur ces deux points-là, on pourrait arriver à faire avancer les choses aussi d'un côté incitatif. Après, pour en revenir sur le propos réglementaire, nous, ce qui nous importe, d'une part, c'est de tenir compte du calendrier qui se passe dans les copropriétés, parce qu'on a quand même l'essentiel des logements sont en immeuble collectif. Il faut se rendre compte quand même que le calendrier de la loi Climat et Résilience, c'est l'obligation de réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux et un DPE collectif pour les dernières dates en 25 et 26, 2025-2026. Ça veut dire que les copropriétés vont avoir la présentation de leur diagnostic pour la première fois qu'en 2026. Il faut qu'elles intègrent la présentation des travaux à réaliser avant de voter un plan. Donc, objectivement, on sait quand on est syndic de copropriété que avant 2027, sauf pour les copropriétés très structurées qui ont pris beaucoup d'avance, il n'y aura pas de construction ou de vote spécifique sur l'adoption d'un projet de plan pluriannuel de travaux. Donc, on est tout à fait conscient, et c'est pour ça qu'on a demandé, on souhaiterait qu'une copropriété qui adopte un plan pluriannuel de travaux avant 2027 puisse être, enfin, tout le moins les bailleurs concernés ne soient pas soumis à l'interdiction de location, parce que je rappelle que dans un même immeuble, un bailleur qui loue en longue durée est frappé d'une interdiction de location, et c'est ça qui pose problème. Un propriétaire occupant n'a aucune obligation. Quelqu'un qui loue en résidence secondaire ou touristique n'a aucune obligation. Donc, à un moment donné, c'est la cohérence réglementaire qui est importante. Et deuxièmement, il faut bien évidemment que les travaux se fassent. Si on adopte un plan pluriannuel de travaux et que dans les 3 ans qui suivent, on a mis en œuvre, parce qu'une fois que vous l'avez adopté, il faut missionner le maître d'œuvre pour aller faire le chiffrage des travaux réalisés, consulter les entreprises, faire l'ingénierie financière pour les aides et le financement des travaux. Ça prend du temps. Je pense qu'une adoption de plan pluriannuel de travaux avant fin de 2027 et une obligation de réaliser dans les 3 ans la mise en œuvre de ce plan, ça permettrait de montrer l'engagement réalisé pour que l'État ne soit pas là que pour agiter des mouchoirs et qui puissent répondre aux enjeux. Je rappelle que tous les professionnels sont favorables à la rénovation. La problématique, c'est cette case d'interdiction de location qui nous pose problème. Et donc, si on arrivait à le faire comme ça, on s'en sortirait bien. Et puis, bien évidemment, protéger les baux en cours au 1er janvier, ça me semble être une évidence absolue. Alors, on va regarder tout de suite une seconde capsule. Toujours les professionnels qui parlent des aides publiques sont-elles suffisantes ? Elles sont suffisantes, les aides publiques, sauf qu'elles sont extrêmement complexes à mettre en œuvre et surtout, elles ne sont pas pérennes. En fait, les copropriétés qui ont entretenu
leur patrimoine au fil de l'eau, bien souvent ne vont avoir le droit à rien. Vous expliquez à une copropriété qu'elle va avoir une subvention, avec la temporalité des AG, la mise en œuvre des travaux, le chantier, etc. Vous arrivez 3 ans après, on n'a plus la subvention. C'est le meilleur moyen pour un professionnel de perdre sa copropriété. La complexité des systèmes d'aide sur la rénovation énergétique, c'est que il y a différents intervenants, différents financeurs, et un système complexe de financement qui manque de clarté. Les conditions d'obtention de ces subventions. Aujourd'hui, on nous impose des seuils qui ne sont pas forcément réalisables pour les plus petites copropriétés, les copropriétés qui ont déjà avancé dans un planning de travaux. Et le deuxième élément qui est essentiel, c'est la stabilité de ces dispositifs, parce qu'une rénovation énergétique, c'est 3 à 5 ans. Et si entre-temps la réglementation a changé et que la copropriété perd un tiers du financement qui correspond à des aides, les copropriétaires sont dans une logique, en effet, négative de rejet de ce type de travaux et de rénovation qui sont des projets essentiels. Voilà pour les aides. Catherine, peut-être une petite réaction? Non, je suis tout à fait d'accord par rapport à en copropriété au pourcentage pour faire une rénovation complète. Et c'est vrai que atteindre les 35%, c'est compliqué quand des copropriétés ont déjà, puisque ça fait déjà un moment qu'on devait embarquer la rénovation énergétique dans les travaux en copropriété. Et c'est vrai qu'il y a eu déjà des gestes de fait qui permettent qu'à aujourd'hui, quand on veut finir la rénovation globale, on puisse pas être éligible à MaPrimeRénov' copro. Et ça, c'est un petit peu dommage pour la partie copro. Pour la partie bailleur, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour eux. Et ça, c'est notre travail aussi. Alors après, on n'est pas des grands spécialistes, hein. On n'est pas les organismes comme France Rénov', etc. Mais on connaît la majorité des choses et ils sont un peu perdus entre MaPrimeRénov', les C2E. On essaye de les aiguiller, on essaye de les aider, mais c'est vrai que ça complexifie et ça leur fait peur. Voilà. Olivier, c'est ce que oui, alors quand j'entends mes confrères et mes consoeurs parler du sujet, effectivement, c'est quelque chose qu'on a bien en tête. Il y a une temporalité de la copropriété qui n'a pas été prise en compte au moment où la loi a été faite. Et ce qui nous pose problème, c'est cette absence d'adaptation. On est resté dans quelque chose d'extrêmement fermé. Il y a des réalités techniques, il y a des réalités du terrain. Il y a eu des évolutions. Il faut quand même dire que dans les interventions qu'on a eues, je me souviens avec le député Lionel Causse au Conseil national de l'habitat, on a fait aborder des propositions de texte, on a travaillé, et il y a eu des modifications du dispositif MaPrimeRénov' qui a réintégré les monogestes, ce qu'on savait, mais pas sur tous les types d'habitat, bien évidemment, avec des calendriers uniquement pour 6 ou 9 mois, enfin voilà. Et donc on avait même les agences locales énergie-climat qui nous disaient on ne sait même plus comment renseigner les citoyens qui viennent nous voir, parce que le dispositif change tout le temps, qu'on a une difficulté pour pouvoir renseigner efficacement. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte. Dans une copropriété, quand vous faites un montage et que vous embarquez une décision de copropriété, vous ne signez pas dans la semaine qui suit l'accord de subvention qui va vous être versé pour une fin de travaux 3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui évoluent, et comme elles évoluent, une copropriété qui attend une subvention pour réaliser ses travaux et qui ne pourrait pas l'avoir parce que le dispositif a changé en cours de route, c'est extrêmement préjudiciable, et de là à perdre le client, puis surtout de mettre des copropriétaires dans des difficultés particulières. Donc on a besoin en fait d'une vision long terme et d'une stabilisation des dispositifs pour arriver à se projeter sur quelque chose qui tient dans le temps et éviter les déconvenues et les mauvaises surprises. Et moi je rejoins le sujet des monogestes qui ont été faits au fur et à mesure du temps. On a toujours isolé les toitures quand on refaisait la toiture. On a toujours isolé les pignons quand on pouvait le faire. Quand la chaudière devenait vétuste, on l'a toujours amélioré par le meilleur système existant. Et toutes celles qui ont été le plus vertueuses ne rentrent pas dans les dispositifs d'aide, puisqu'en réalité, on ne peut pas atteindre les améliorations énergétiques optimales. Donc voilà, ça a été des arbitrages politiques qui ont été faits au fur et à mesure du temps. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer à différentes reprises les différents ministres du logement et leurs équipes. Et c'est vrai que ce qu'on regrette dans tout ça, et aujourd'hui tout le monde en pèle les pots cassés, c'est qu'on n'ait pas été associé à l'initiative des textes pour pouvoir
travailler suffisamment en amont avant de produire un texte efficace sur le terrain. On l'a vu sur la loi aussi copropriété dégradée. On a eu l'occasion de discuter avec des services du ministère, mais le texte il était déjà tout fait. On nous a dit c'est comme ça et ça va passer comme ça. C'est passé par une urgence à l'Assemblée nationale. Ça se faisait, on n'avait plus de ministre d'ailleurs à l'époque où la loi est passée. Et à un moment donné, on ne peut pas sortir des textes cohérents qui tiennent compte, comme le disait monsieur le député tout à l'heure, de l'ensemble des spécificités du terrain, si tout se fait en urgence et en ne le réfléchissant pas en amont avec les acteurs de terrain. Donc je pense qu'il y a un sujet d'anticipation et de co-construction des textes qui est essentiel pour qu'on arrive à quelque chose d'efficace en politique publique et d'efficace sur le terrain. Et c'est vrai que ça, c'est un gros problème. Des textes sont faits, sont écrits, sont votés sans étude d'impact sur le terrain. Et c'est quand même aberrant. Le DPE, enfin, l'algorithme du DPE, c'est clairement un exemple. Hein. L'Institut Sapiens l'a bien dit. Il n'y a eu aucune étude d'impact qui a été menée avant. Ça a été lancé, promulgué. La loi a été promulguée. Et enfin, voilà, c'est quand même aberrant d'entendre ça. Si on commence à parler du fonctionnement de nos directions centrales, on va en avoir pour un long moment parce que je suis le premier à être assez critique. Parce qu'en effet, ce que les professionnels vous ressentez, nous aussi, on le ressent en tant que parlementaires. Ces textes, souvent, nous sont envoyés du jour au lendemain. On n'a pas plus de recul que vous. Ils sont souvent travaillés sans nous. Et on a du mal à voir, justement, les vraies études d'impact et les données pour travailler dessus. C'est une réalité. Je pense qu'on a beaucoup de choses à modifier dans le fonctionnement de nos directions centrales. Alors, Macron avait essayé avec McKinsey, mais... Oui, bon, il n'a peut-être pas demandé voilà, ceux qui étaient les plus appropriés à la bonne personne pour le faire. Non, mais il faut que les directions centrales soient au service du politique. Aujourd'hui, de par l'instabilité politique, de par le fait qu'on a eu beaucoup de ministres du logement, moi je le sais, j'ai été président du Conseil national de l'habitat, quand je voyais le DHUP, toutes les compétences qu'il a et la responsabilité qu'il a. Je sais très bien qu'il me regardait, il me faisait des grands sourires, voilà, mais il se disait que de toute façon, je partirais avant lui, et qu'au final, les textes qu'il ferait voter ou pas, que c'est ses textes à lui, que c'est eux qui sont dans la moulinette. Ce qui est normal, ceux les techniciens et ceux qui doivent travailler, mais il ne faut pas qu'ils nous sortent en permanence des choses qui changent et qui ne correspondent pas aux attentes. Moi, je suis stupéfait de voir que le DPE, qui est travaillé par la DHUP, ne correspond pas, quand je vois des professionnels et des diagnostiqueurs, à ce qui est attendu par les professionnels. Je suis stupéfait de voir encore ce matin, dont acte, un décret sur ma prime qui est sorti ce matin en urgence. Parfait. Mais regardez dedans, il y a des baisses de taux et trucs. J'ai été associé, jamais. On nous a demandé des choses au Parlement, jamais. On a voté un budget et il y a encore les règles qui rechangent ce matin dans le décret sur ma prime pour 2025. Alors il fallait aller vite, ok, mais je pense que quand on va commencer à expliquer ça à celles et ceux qui veulent faire des travaux, ça va commencer à être compliqué. Et c'est chaque fois ça. Donc moi, je l'ai découvert au JO, comme tout le monde. Alors tout le monde est satisfait parce que c'est vrai que vu la situation politique, on joue. Voilà, ils jouent, ils nous prennent de vitesse. Et je pense que depuis qu'il n'y a plus de présidence du Conseil national de l'habitat, les avis qui étaient donnés par le Conseil national de l'habitat, on vous donne peut-être quelques minutes, voire au mieux quelques heures pour vous positionner et voter. C'est pas normal. On peut plus accepter ça en termes de fonctionnement de nos directions et des services de l'État. Donc de la stabilité dans les textes, dans tout ce qui sort, mais derrière, il faut que l'eau politique soit volontaire et qu'il reprenne, je dirais, la place qu'il doit avoir. Voilà, c'est pas... Et le rôle qu'il doit avoir. La nature a horreur du vide. Donc je me dis que si les directions centrales décident de tout, c'est que quelque part, on a un problème. C'est qu'on a laissé beaucoup de vide. Voilà, bon, je le dis, et j'en prends ma part de responsabilité. Vous savez, j'étais maire avant, et moi, j'allais dans des réunions, des trucs où les services, les directeurs de services voulaient aller. Non, là, c'est moi qui y vais, et c'est moi qui prends la parole. Parce qu'à un moment, et c'est moi qui décide. Et après, par contre, quand je vous dis qu'il y a un problème sur le DPE, je ne veux pas des contraintes et des difficultés, je veux des solutions, des réponses. Et il faut qu'on les ait à tel moment, voilà, et qu'on ait tous les éléments. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et pas autrement. Et c'est vrai que depuis, j'imagine, très longtemps, pas que depuis que je fais de la politique et que depuis que je suis parlementaire, mais franchement, de par cette instabilité politique, ça s'accélère certainement et ça devient insupportable pour tout le monde, y compris pour nous les parlementaires. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Alors pas très positif, mais bon, on attend de voir. Moi je pense que c'est positif parce que je pense qu'il y a une réelle prise de conscience qu'il faut qu'on change notre façon de travailler les choses. Moi, j'apprécie toujours la franchise de Lionel Causse dans ses propos, et c'est des choses que je partage pour avoir eu des textes pour te répondre là. Depuis que je suis président du Conseil national de l'habitat, il n'y a plus d'espace de débat. On nous donne des textes en version par mail et on vote par mail. Donc en réalité, on vote par mail surtout pour nous dire en général le texte est déjà fait, il est déjà approuvé. De toute façon,
quoi que vous nous disiez, ça sera comme ça. Et c'est là-dessus qu'on peut pas travailler. Donc c'est intéressant d'en avoir conscience, d'avoir des gens qui ont le courage politique de le dire aussi, parce que il faut qu'on... La question, on peut finir avec ça, la question c'est à quand la 6e République, hein? C'est ce que certains disent depuis hier soir. Le fonctionnement de nos institutions est certainement pas parfait. Est-ce qu'il est périmé? Non, je ne pense pas qu'il soit périmé. Là, ce que je suis en train vraiment de vous expliquer, c'est, je ne sais pas si c'est une 6e République qu'il faut, mais en tout cas, il faut des politiques, et j'en prends à part de responsabilité, des politiques qui prennent leur place, et toute leur place. Mais pour pouvoir prendre toute notre place, il faut la stabilité, il faut la volonté, et puis il faut qu'on sache avec qui on travaille, parce que j'ai mes collaborateurs qui sont là, mais chaque fois que ça change, on recommence les questions, on recommence. Ouais. Là, je devais avoir demain des réunions pour des tracés de LGV avec le ministre du Transport dans les jours qui viennent. Je devais avoir des réunions au ministère de l'Intérieur pour ma gendarmerie supplémentaire à Moliette, SEMA, chez moi. C'est des sujets importants. Et tout ceci, on va recommencer. Ça va reprendre des mois. Et quand on va demander aux directions centrales où est-ce qu'on en est... Voilà, et chaque fois qu'on demande des rendez-vous, il faut qu'un ministre vienne trancher, il faut qu'on passe un petit mot, presque en direct, pour pouvoir avoir un rendez-vous dans les ministères. Donc ça ne peut plus fonctionner comme ça. Moi je le dis, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Voilà, mais ce que je l'ai dit là, je l'ai dit au plus haut niveau, hein. Encore ce matin, en disant que le fonctionnement de l'État devait changer. Un mot juste pour aller dans le sens de monsieur le député, puisque la question, en souriant, était de dire est-ce que nos institutions sont bonnes en tant que juriste quand même, hein. Je veux dire qu'on a une constitution qui est formidable. La 5e, elle est formidable. On a un outil qui est formidable. Après, il y a ceux qui s'en servent, qui sont peut-être moins formidables dans certains cas de figure. Et je rejoins monsieur le député en disant qu'il faut des parlementaires, des élus qui soient vraiment responsables et respectueux de nos institutions. On peut avoir un magnifique vélo, mais si on le casse, ça deviendra une petite trottinette. Mais c'était quand même un magnifique vélo au départ. Voilà. Une belle métaphore. Eh bien, merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents pour cette première émission de Grand Angle IMO. Merci à Olivier Précival aussi. Merci à vous Bérénice et merci à nos invités de nous avoir rejoints pour cette première. C'était un honneur. Merci et un plaisir. Merci à vous. À très vite.